Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans la FDM Toulouse Foot, la seule émission de la bande FM qui parle du TFC. On est ensemble pendant 1 heure et on vous souhaite la bienvenue. Que vous nous regardiez en live ou que vous nous écoutiez en replay et en podcast. Ce soir, c'est la 370e émission de la feuille de match et je vous livre la composition directement. Le premier nom qu'on coche sur la feuille de match, c'est toujours le gardien. Ce soir, ce sera notre gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux, Vincent, qui est reparti à l'autre bout du plateau. Comment ça va ? Ça va super, merci, et toi ? Impeccable. Je m'éloigne et j'ai mon hater en face, là, Rémi, qui m'a insulté toute l'émission de la semaine dernière, de mardi, donc je préfère pas. T'as des preuves ? J'ai des messages, mais bon, je me rends compte que j'ai plus de trucs compromettants dans mes messages que j'envoie moi sur le groupe que les tiens, donc je vais m'abstenir finalement. C'est peut-être la bonne décision. Défenseur ce soir, il est à ma droite, co-animateur de la feuille de match désormais, le président des Andy Tolosa. J'ai raté, je suis très déçu, les Andy Babouche. Mais j'espère les revoir d'ici cet été. Comment ça va, Nathan ? Ça va très bien, mes défenseurs, c'est moins solide que la défense du TF. T'es sûr que... Écoute, moi j'ai confiance. Ouais, merci beaucoup, Carlos. J'ai confiance. Milieu de terrain, c'est Rémi qui va jouer milieu ce soir. Il est tout seul, isolé de son côté du plateau, mais il fait face à Vincent. Donc j'espère qu'il sera en forme pour je tiens déjà à poser une réclamation par rapport aux propos qui ont été tenus par Vincent. Je n'ai absolument pas été médisant lors de l'émission, mais bon, comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse, donc... Écoute. Alors, je vais déposer main courante directement, ça va aller plus vite. La rubrique du procès dans les émissions de foot, c'est pas sur cette radio. Vous voyez le TFC, ce que vous nous faites faire, franchement. Gagner, ça nous fera permettre de revenir. On s'entendait bien avant la série de la série négative, on s'entendait bien. Attaquant ce soir dans la feuille de match, il y a eu des blessures, il y a des suspendus, mais nous, on a choisi l'expérience, on a choisi le vétéran en attaque, parce que quand c'est la merde, il faut s'en remettre aux anciens. Fred qui est en cabine, technicien audio, comment ça va ? Ça va très très bien. Ce soir, ça va être attaque placée. Attaque placée. Petit jeu de jambes, tu vois, là dans la surface, tac, voilà. Et pour finir ce plateau, c'est notre invité du soir. Brice, ne signalez pas l'émission, c'est normal, il a un maillot du Stade Rennais parce qu'il est supporter du Stade Rennais. Et il va parler un petit peu de ce match qui arrive ce week-end avec nous. On espère que tu vas bien. Ça va bien, c'est ma 3e participation, 3 défaites jusque-là de Rennes, jamais 304, on va voir. J'étais pas au courant de la stat, mais je suis très... ça me dérangerait pas qu'elle se poursuive. En espérant te revoir la saison prochaine. Tout sauf un nul. En Ligue 1, c'est sûr, on verra. Écoute, merci en tout cas d'être avec nous pour la 3e, 4e fois du coup. 3e fois. La 3e d'une longue série, on espère. En tout cas, pour cette fois-ci, ce sera le match claquette chaussette de cette fin de saison de Ligue 1, puisque que ce soit Rennes ou Toulouse, on se cherche un peu des objectifs sur la fin de saison. Mais c'est pas grave. Si jamais vous avez des questions sur ce match ou des points que vous voulez aborder avec nous, n'hésitez pas à réagir en commentaire tout au long de l'émission. Vous pouvez réagir sur tous nos réseaux sociaux. On est en live vidéo sur Facebook de la feuille de match de Radio Occitania, aussi sur Twitch, sur YouTube, sur X. Donc voilà, mais on voit tous vos commentaires. Et puis si jamais vous voulez appeler pour participer par téléphone avec nous en direct, ça se passe au 05 61 80 40 40, puisqu'on est aussi au 98.3. On remercie Radio Occitania. Vincent, est-ce qu'on a des gens qui sont connectés avec nous ? Oui, on a Azura sur YouTube qui était déjà venu à l'émission, qui demande quand est-ce qu'il pourra revenir pour débriefer cette merveilleuse saison. Tu peux venir, il y a de la place, il y a même des chroniqueurs à remplacer si jamais. Je veux les stats de victoire et défaite pour tous les invités qui viennent maintenant. On pourrait faire ça. Vendredi, on vient pas et on fait venir que des auditeurs autour de toi. Comme ça nous fait une semaine sans... Qui s'appelle Ario Media Tolosa ? Voilà. D'accord. On peut faire ça. Le grand remplacement de la feuille de match, pas de souci. Qui veut prendre notre place ? On salue aussi Olivier et Nico sur Facebook. Voilà. On vous salue toutes et tous. De toute façon, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Ça fait plaisir. Nous, on va embrasser les absents. Arthur qui n'a pas pu être là ce soir. Aussi Nadia, Mathilde, Ben, Camille, Oxens, Mehdi, Elliot et Clément. Et puis si tout le monde est bon, on est parti pour la 370e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et cette semaine, la première actu, c'est le gala caritatif du TFC pour la fondation Toulouse Football Club qui avait lieu. Nathan, est-ce que tu veux nous parler de tout ça ? Ouais. Donc ce mercredi avait lieu le gala caritatif du TFC pour la fondation du TFC, le Toulouse Football Club, dans les locaux de La Dépêche. Donc 67 000 € ont été récoltés dans la vente aux enchères. Donc c'est moins que l'an passé, mais c'est toujours important.
de rappeler les actions de la fondation et les actions qui mènent. Parmi les 230 invités, on a pu voir Niklas Schmidt, qui était de retour, en plus de Mackenzie, Sierro et Rest, ainsi que le coach et certains membres du staff qui étaient répartis à différentes tables pour échanger avec les invités. Côté VIP, on a pu noter la présence de Biflo et Oli, qui participent souvent aux actions du TFC, et aussi de Jeannot Rességuier. Dans les gros lots, donc, il y avait un déplacement PSG TFC avec les joueurs, et dans l'hôtel du TFC pour une place en loge au parc. Il y avait aussi une immersion, une journée dans la cellule du Mercato pendant l'été. Je sais que ça a fait pas mal de bruit sur le réseau, 67 000 € quand même. C'est pas rien. C'est toujours ça de prix pour le Toulouse Football Club qui multiplie les actions selon l'année. Et chaque fois qu'ils font des projets de la sorte, on vous tient au courant dans l'émission. Un petit mot quand même, tu nous as parlé de Niklas Schmidt qui était présent à cette soirée-là. Rémi, je t'ai entendu avant que l'émission démarre. On a vu Niklas Schmidt aussi de retour à Toulouse pour aller voir ses coéquipiers au centre d'entraînement cette semaine. Il a été chaleureusement salué par tout le staff et tous les joueurs. C'est un joueur qui a subi une grosse blessure au mois de janvier. Et la récupération a l'air de bien se passer. Ça faisait plaisir de le revoir quand même, non ? Bah oui. Oui, clairement, c'est un joueur qui revient, c'est toujours dans une saison où de plus en plus de blessés, on est incertain sur l'avenir de plein de gens. Est-ce que Niklas Schmidt, on peut se dire qu'il revient bien et qu'on peut compter sur lui pour l'année prochaine ? S'il a vraiment récupéré, qu'il fait une vraie prépa, la question se posera. Pour le coup, par rapport à d'autres, s'il a une porte de sortie cet été, il va partir. Ah, je pense pas. Moi, pour avoir lu Les Violets, qui est un article de ses propos dans un podcast du Werder Bremen, je pense qu'il est vraiment motivé à rester pour le je pense qu'il a encore une cote un peu sympa du côté de l'Allemagne, donc si jamais il a s'il y a une porte qui s'en trouve, je le vois partir. Lui donner sa chance parce que on l'a jamais vraiment vu à l'heure. Non, on l'a vu. Non, c'est pas vrai ça. La première année, on l'a vu, arrête. Oui, non mais on a vu beaucoup de joueurs la première année. Quelques bouts de match aussi. C'est vrai que sur du long terme, il y a des joueurs qui tu vois, un Aaron Donum par exemple la saison dernière, tout le monde le critiquait et au final qui te fait une saison plus que correcte cette année. C'est vrai que sur j'aurais bien aimé qu'il ait davantage sa chance. Mais on l'a vu Malheureusement, première année, on l'a vu. C'était un peu notre troisième milieu dans la hiérarchie cette saison, derrière Siro et Caceres. Derrière, on a bricolé avec Zaïd Sampré, avec Canvo. Mais c'était un peu ce rôle qu'il avait là. Il avait fait une autopassée, je crois, mais avant de se blesser. Je trouve qu'il y avait, comme Babika. Je trouve qu'il y avait du mieux par rapport à la saison dernière, en tout cas. Puis l'acclimatation qui avait été difficile. On sait les soucis de santé qu'il avait rencontrés. Oui. On sait que quand tu arrives dans un club aussi, il y a un temps d'adaptation qui a, pour lui, du coup, été un peu plus long. Il y a eu sa blessure. Il a eu pas mal d'événements contre lui. Et voilà, c'est pour ça que moi, je lui donnerais une chance pour une saison supplémentaire chez nous. Oui, je suis d'accord. Puis au pire, il y aura toujours une porte de sortie à l'hiver. Parce que comme tu dis, Rémi, par rapport à la cote, je pense qu'il aura la même l'été l'hiver. Donc je pense que faire la prépa en entier et voir ce que ça donne. Parce qu'au final, s'il y a beaucoup de départs, c'est quand même bien d'avoir un cadre dans le sens, entre guillemets, qui connaît la maison. Après, je sais pas quelle est sa situation contractuelle. Il me semble qu'il est dans les joueurs qui a encore quand même pas mal de contrats. S'il a qu'un an. Non, pour moi, il semble qu'on n'avait pas parlé de lui quand on avait fait le débat il y a quelques semaines sur les joueurs qui arrivaient à l'été 2025 ou 2026. Pour moi, il faisait partie des joueurs qui avaient des contrats assez longs. 4 ans, il a dehors 4 ans, je crois. Ouais, facilement. J'essaie de voir. Le fameux 4 ans qu'ils ont tous récupéré là. Moi, j'ai juin 2027. En 23 là. Ouais. Donc ça fait quand même de la marge, donc il y a quand même une saison d'avance. En tout cas, en termes de communication, moi j'ai bien aimé voir ces images. On sait que quand il y a des blessés au TFC, on a souvent peu d'informations. Niklas Schmidt s'était blessé à l'entraînement, donc on avait eu une communication du club pour nous annoncer son absence. Et ça fait quand même plaisir dans une période où on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'émotions positives au TFC. Puis l'accueil était sympa d'ailleurs. De voir un joueur qui a l'air très quand même plus impliqué et plus investi au sein du groupe que l'année dernière. Et donc, on a vu tous les joueurs un peu lui faire des petites blagues avec le sourire, etc. Donc c'est une belle image. Puis juste très rapidement, quand on fera le bien de la saison, dans les images à retenir, son tacle à Haut-Lyonnais, pour moi, il est quand même dans mon top 3 des moments forts de la saison. Donc rien que pour ça, revient Niklas. C'est vrai. Ah. En tout cas, bon courage à Niklas Schmidt. Et puis peut-être qu'on le reverra la saison prochaine avec un maillot du TFC. Le prochain point, c'est le gros focus sur les droits TV, Vincent, puisque ça a beaucoup bougé cette semaine. Et il y a des choses qui sont potentiellement un peu en train de s'éclaircir pour ce qui va se passer sur la saison 25-26. Ouais, effectivement, ça fait quand même des semaines qu'on entend parler. Est-ce que DAZN va continuer ? Est-ce que DAZN ne va pas continuer ? Il y avait aussi est-ce qu'ils vont payer les différentes échéances ?
Pour résumer un petit peu, ils ne voulaient pas payer leur échéance en avril. La Ligue et ses présidents ont décidé de travailler à une séparation avec DAZN dès la fin de la saison, puisqu'il y avait une clause qui le permettait. Ce que le diffuseur avait l'air de souhaiter entre-temps, la nomination à la tête de LFP Média de Nicolas Taverneau, qui va travailler sur le dossier de création d'une chaîne 100% Ligue 1, a aussi réchauffé les relations avec Canal+. C'est l'ancien président des Girondins et aussi d'M6. Donc forcément, c'est une personne médiatique qui compte. Et donc Canal est revenu aussi dans la course, dans les droits, en proposant la plateforme MyCanal comme outil de diffusion de la chaîne. Son influent patron, Maxime Sada, a même indiqué que pour lui, 15 € serait un prix juste, et évoquait même la possibilité de commercialiser à 10 € cette offre aux abonnés Canal+ via le pack sport. Donc c'est qu'il y a même du concret côté Canal qui a été travaillé. Et la LFP et DAZN ont acté aujourd'hui, ce vendredi, donc la fin de leur contentieux. Les deux parties ont trouvé un accord, soit la sortie définitive avec un paiement de DAZN à la Ligue à hauteur de 100 millions d'euros, soit un partenariat technique sur la future chaîne de la Ligue, ce que DAZN d'ailleurs pour le moment souhaiterait. Donc le président de LFP Média a précisé qu'il allait maintenant pouvoir échanger avec plusieurs médias, dont Canal+, diffuseur historique du foot français. D'après RMC qui a beaucoup bossé sur ce dossier-là, plusieurs sources indiquent que la LFP se donne 5 semaines pour négocier et acter une décision finale. DAZN a annoncé qu'il allait payer son échéance d'avril, ce qui va rassurer aussi l'économie du foot français. Et pour tout savoir, je vous invite aussi à voir le replay de l'after-foot de ce jeudi 1er mai qui faisait un très gros point là-dessus. Et pour ramasser un petit peu des pistes de Canal qui a posé ses conditions. Là où DAZN est prêt à servir d'interface, c'est-à-dire travailler de A à Z pour proposer un produit badgé LFP TV, Canal+ voudrait assumer la gestion de production, le marketing, la distribution, et a mis en avant ses 5 millions d'abonnés actuels qui pourraient donc directement avoir ces nouvelles offres et donc avoir un impact fort en nombre d'abonnés, quand on sait qu'aujourd'hui DAZN a difficilement passé la barre de 500 000 et a dû faire énormément de concessions. Jusqu'au menu Maxi Best-of. Ouais. Exactement. Elle avait déjà diffusé de distribuer dans le passé le fameux Pass Ligue 1, avec le cas d'Amazon Prime par exemple, qui n'était pas disponible sur la plateforme Canal+. Autre point à prendre en compte, c'est les liens aussi entre Canal+ et beIN Sport, qui détiennent toujours les droits du match de samedi 17h. Donc l'obstacle ultime pour avoir cette chaîne 100% Ligue 1. Donc déjà, petit tour de table rapidement. Est-ce que la fin éventuelle DAZN et le retour de Canal+ vous rassure, et aussi le voir qu'il y a eu du travail et même des tarifs avancés par Canal+ vous rassure aussi? Moi, c'est ça qui me... La question du tarif, c'est la grosse question. Le retour de Canal, je pense que c'était ce que beaucoup de gens attendaient dans ce dossier-là. Mais quand on parle de 15 € par mois, c'est pas quelque chose qui me choque du tout, et c'est, je pense, ce qui se rapproche du juste milieu entre tous les acteurs pour arriver à faire quelque chose qui puisse bien rebondir, sans parler d'objectifs faramineux, mais en tout cas donner un peu d'air à tout le monde et éviter qu'on replonge dans un cercle vicieux où il n'y a aucune stabilité, où on se reposera les mêmes questions dans les 12 prochains mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Le constat d'échec, il était sous nos yeux, donc aussi DAZN qui avait envie de... Je ne sais pas s'ils étaient encore engagés contractuellement avec la Ligue. Techniquement, c'était pour 3 ans. Donc il y avait une clause de sortie qui était en décembre de l'année prochaine, donc qui aurait concerné la saison 2026-2027 pour le coup. Mais il y avait une autre clause qu'ils ont dû trouver derrière les fagots, puisqu'ils parlaient d'une clause de retrait avec le montant de 5 millions qui indiquait. Donc, quelque part, c'est qu'ils ont envie aussi, je pense, de pérenniser en France leur activité. Donc ils seraient ouverts potentiellement à travailler avec Canal qui... peut proposer qu'il y a un nombre d'abonnés assez intéressant pour potentiellement dépasser le nombre de 500 000. Donc forcément, tout avoir sur une seule et même plateforme à un prix relativement correct. Je pense que tout fan de foot aujourd'hui, c'est ce qu'il recherche, parce que je pense que c'est ce qui a couru à la perte avec ce qu'on avait connu avec Téléfoot à l'époque, où on a l'impression que la Ligue n'avait pas pris en compte ce sur quoi elle avait merdé. Et on a eu les mêmes difficultés avec DAZN. Donc voilà, avec un tarif globalement attractif pour du 15 € ou 10 € par mois pour les abonnés Canal. Je pense que c'est le prix du produit. Ce qui est vendu. Je ne sais pas si les gens seraient prêts à mettre davantage pour regarder de la Ligue 1. Donc curieux de voir comment les discussions vont évoluer. Puis l'avantage, c'est que quand on parle de 5 semaines de négociation, c'est que logiquement, avant même d'avoir commencé le mercato, avant même la fin
officielle de la saison, on pourra déjà y voir un peu plus clair aussi sur la sauce à laquelle on sera mangé l'année prochaine. 5 semaines, le mercato sera commencé, Vincent? Non, parce qu'il y a avec la Coupe du Monde des clubs, elle commence plus tard. Tu as une première fenêtre de mercato début juin pour les équipes qui font la Coupe du Monde des clubs, et il y a la deuxième qui commence, je crois 1er juillet. Ah bon? Oui, cette année, c'est sur le 1er juillet, c'est le 30 juin, mais c'est assez tard. J'avais vu ça, j'avais passé ça. Donc au final, c'est pas de suite. Ouais, d'accord. Canal. Je sais pas ce que tu en penses. Nous, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission, mais en tant que suiveur du foot français, c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc, je sais pas où tu te positionnes. Ouais, absolument. Moi, je suis déjà assez surpris qu'ils aient commencé par aborder le sujet du prix de l'abonnement. Les autres chaînes avaient tendance à parler du nombre d'abonnés et à parler du piratage avant de parler du prix de l'abonnement. Et déjà, ça change un petit peu dans la démarche. J'ai l'impression qu'ils ont envie d'être capables de diffuser tous les matchs. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils jaugent le public français, mais j'ai l'impression que les gens qui suivent le foot en France, ils suivent leur club, beaucoup. Des gens qui suivent le foot étranger, le foot même d'autres clubs, je ne sais pas si c'est la majorité. Donc voilà, je pense que c'est important d'être capable de diffuser tous les clubs, de diffuser tous les matchs de chaque club en Ligue 1. S'ils arrivent à faire ça à ce tarif-là, le problème du piratage ne se posera pas. C'est assez alléchant. Donc, est-ce que ça ira au bout? On verra. C'est intéressant ce que tu dis sur le... Attends, justement, je vais confirmer que Fred avait raison. Le mercato, il démarre le 16 juin, pour le coup. Voilà. Mais du coup, ça sera quand même dans les 5 semaines de distance. Juste. Donc, on sera juste là. Ouais, juste. Mais je pense qu'ils ont dû calculer exprès, d'ailleurs. Ça me paraît logique. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'en Ligue 1, tu suis quand même pas majoritairement ton club. Surtout que depuis les dernières crises économiques, au final, il n'y a plus de grandes stars en Ligue 1. Il n'y a plus comme avant où tu allais regarder le PSG pour ses stars, ou même Marseille, Monaco, tu avais des grands joueurs. Comment? Il y a quand même Désiré Doué et Ousmane Dembélé, deux anciens Rennais. Cette saison, tu regardes le PSG parce qu'ils ont un niveau de jeu qui est ultra plaisant. Quand tu connais le foot. Exactement. Et Brice, tu regardes pas Toulouse pour ses stars? Si, pour Pogba, qui est aussi un ancien Rennais. Bien joli. Je sais pas, vas-y. Ouais. Non, alors, je pense qu'il faut quand même mettre les choses bien au clair. On parle de droits télé, mais là, les droits télé, ça sera terminé. Les droits télé, c'est quand la chaîne arrive, elle donne de l'argent de suite. Là, c'est la Ligue qui va créer sa chaîne. Enfin, si jamais la Ligue crée sa chaîne avec l'appui de Canal ou voilà, tu n'as pas l'argent de suite. Tu l'auras, je pense, en fonction du nombre d'abonnés prévus, si tu les as ou pas. Donc, c'est quand même différent. Rémi, on t'a pas entendu. Après, tu n'as pas plutôt envie de te positionner dans le rôle du spectateur Si. Parce que là, tu te positionnes à la place d'Amien Comoli, donc ou de n'importe quel président. Non, mais c'est pour que les gens ne pensent pas comme toujours. Mais à eux de prévoir le budget. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit, la FP, si je dis pas de bêtises. Oui. Ils ont incité les clubs à prévoir un budget pour la saison prochaine sans justement les droits TV. Après, c'est à eux de se débrouiller, les clubs. Non, je me positionne comme notre émission est une émission éducative, quoi. Tout à fait. Et non, après, Canal Plus rime avec football, même s'ils avaient plus la Ligue 1, quand on voit comment ils traitent la Ligue des Champions et les Coupes d'Europe, c'est toujours très appréciable et très agréable. Donc ils ont et le rugby effectivement qu'ils ont depuis et la Formule 1, ils ont quand même des produits, ils ont quand même des produits qui sont vraiment des signatures et qui sont vraiment très bien faits. Donc pour le coup, si effectivement ils récupèrent la production, ça sera rassurant pour le téléspectateur et j'ai hâte personnellement. C'est vrai qu'il y a un côté même inconsciemment, il y a un côté confort et retour à la maison, si c'est rassurant. Canal Plus qui est derrière. Et ce qui me fait dire que je suis d'accord avec Brice quand il parle de la question du piratage qui se poserait peut-être pas, parce que qu'on le veuille ou non, quand c'est estampillé Canal Plus sur du sport, il y a un gage de qualité qui est associé, qui est mise en parallèle avec peu importe le produit que ce soit, sur des sports majeurs, sur des sports mineurs. C'est les seuls, à ma connaissance, en France, qui ont ce truc-là de dire où en fait tu tombes sur un sport que tu connais pas sur Canal+, et l'enrobage et tout ce qui est fait autour, ça peut me brancher et je peux y passer l'après-midi. Je vais dire Eurosport comme autre exemple. On est comme sur d'autres produits, comme sur les lecs, le téléphone, tout ça, voilà, on reste quand même en France ancré sur des choses qui te rassurent, et Canal, ça rassure, ouais. La qualité, quoi. C'est gage de qualité, voilà. Et il y a Olivier sur Facebook qui dit, et il y a Paga surtout. C'est vrai. Et puis avoir tout, la Ligue des Champions, qu'elle régale, quoi. En tout cas, pour celui qui est, en plus, pour le coup, qui fait partie des 5 millions d'abonnés Canal, qu'elle régale de pouvoir tout disposer
sans se prendre la tête. Totalement. Puis si tu es déjà abonné par le Pack Sport, donc tu auras Bein, donc forcément tu auras aussi la Ligue 2, ça veut dire que tu as une offre globale de foot. Techniquement, tu es un vrai passionné de foot qui aime dévorer le foot, tu auras l'Angleterre, la Ligue 1, la Ligue 2, le foot féminin, les compétitions européennes. Et oui, les filles. La Coupe de France aussi. Donc forcément, tu as tout rassemblé sur le même bouquet. Nous, en tant que supporters du TEF, on peut avoir les filles aussi, si elles montent. Si elles sont en D1, Exactement. Et l'Europa League dans 2 ans, normalement. Exact. Et la conférence League, déjà pour commencer. Ah, c'est l'année prochaine la conférence League, c'est ça? Oui. Ok, pardon. Chaque chose en son temps. Oui, alors tu devrais faire gaffe, t'as Rémi à côté. Voilà, si t'as pas l'info. J'aime bien le challenge. Dans tous les cas, on verra bien ce qui se passe. Et puis, il y a aussi cette question du match de beIN Sport qui, on ne sait pas encore leur position sur tout ça et s'ils vont accepter de faire le jeu de tous les autres. On aura l'occasion de vous donner les avancées de tout ce dossier, même si je suppose que si vous nous suivez, c'est que vous êtes aussi des fans de foot et que vous suivez ça de très près. Dans tous les cas, voilà, le foot français dans une situation un peu compliquée. Puis ça nous concerne tous, cette histoire-là, en espérant qu'on puisse faire la même émission l'année prochaine et se dire que le choix qui a été fait était le bon et qu'on a pu se régaler et voir tous les matchs de notre club préféré. On enchaîne ? Oui, parce que là, du coup, il y a une autre problématique, ce que tu disais justement, Fred, par rapport au coût de production et la redistribution des droits télé qui ne serait plus la même. C'est-à-dire que la LFP, en assumant les coûts de production, propose la diffusion à des opérateurs et à des plateformes qui redistribuent à la Ligue en fonction du nombre d'abonnés aux différents passes, opérateurs, etc. C'est donc une incertitude plus forte d'un côté, mais aussi le début d'un nouveau monde et d'un nouveau modèle économique, avec déjà une première conséquence. La DNCG a demandé au club cette semaine, donc justement lors d'une réunion du conseil d'administration de la LFP, a indiqué à tous les présidents de prévoir des budgets sans intégrer les droits télé, ce qui, d'après le journaliste enquêteur Romain Molina, mettrait hors la loi 40% des clubs pro-français qui pourraient se voir pénalisés par la DNCG avec des amendes, des retraits de points, des encadrements de la masse salariale, des interdictions de recrutement et avec le spectre de la fameuse relégation administrative, le truc qui n'arrive quasiment jamais. D'après son président Jean-Marc Mikkeler, les clubs ont perdu 1,2 milliard la saison dernière et entre 6 et 7 milliards ces dernières années et appelle donc à une prise de conscience à l'heure où seuls 100 millions sont garantis avec le paiement de beIN Sport et les droits de diffusion à l'étranger. Le TFC ne compte déjà pas ses droits télé dans ses comptes et apparaît comme un bon élève, mais est-ce que cela prédit un mercato très pauvre en Ligue 1 et des catastrophes financières pour certains clubs? Comme quoi, on demandait le milliard, mais finalement il est autre part. C'est ça. C'est assez inquiétant, surtout qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui sont pointés du doigt, on les connaît. Ça va surtout être déjà de premier temps Lyon, qui doit vraiment dégraisser, qui en fait dans ses bilans met la valeur marchande d'un joueur qui compte vendre pour mettre à l'équilibre. Sauf que si toi et moi demain on crée une entreprise et qu'on dit au banquier non mais t'inquiète pas, je compte vendre 10 millions de carottes, j'aurai de l'argent, ça marche pas dans la vraie vie. C'est comme ça qu'on jouera la Conférence League, c'est-à-dire tous les autres vont se casser la gueule. Et on sera encore en vie. Ah, mais j'ai vu des articles, il y a Caen qui dit et si finalement on se maintenait en Ligue 2 grâce aux différentes faillites de clubs. Ah, tu rigoles, mais bon, ça peut arriver aussi. Hein. Je pense qu'ils seront indulgents quand même, la DNCG. Mais est-ce qu'ils ont le choix de ne d'être non, je veux dire ils sont obligés d'être indulgents. Non, mais tu peux pas mettre 40% des clubs. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis qu'ils seront indulgents. Oui, ils seront indulgents l'an prochain. Il faut voir le mercato prochain et ils seront indulgents. Ils seront indulgents, même. Il y aura je vois aucun club se faire sanctionner, même s'ils seront sur des déficits. T'as parlé des gros, mais les petits, on va pas atteindre des gros déficits quand même. Si c'est vraiment 40% des clubs pro, ça va être dur d'être sévère et de sanctionner tout le monde et de mettre tout le monde à la panade. Surtout, il va plus rester grand monde. Quel diffuseur télé va pouvoir prendre en charge une Ligue 1, une Ligue 2 où tu auras perdu 40% de tes clubs, dont tes têtes d'affiche, hors les très très gros qui vont bien, mais si t'enlèves un Lyon ou quoi. C'est sûr. Après, si on suit le raisonnement de Molina, non, c'est chaud, moi je pensais, parce qu'il a pris l'exemple de 3-4 clubs en Ligue 1. Il a pris notamment Reims. Oui, il y a Reims, ouais. Lens aussi, non, je crois. Reims, Lens, Montpellier, bon. Oui. Donc Reims qui comptait mettre dans la case droit TV, je crois, 17 ou 18 millions, alors qu'il avait déjà un déficit de moins de 36 millions. Donc là, on passe à un déficit de moins de 55 millions. Quoi. Avec aucun joueur qui peut partir à ces prix-là. Au bout d'un moment, je sais pas, même si tu veux être indulgent, ça veut dire que tu repousses à l'année prochaine. Quoi. Ça va être... non, je sais pas, ça va être...
les ressources, au bout d'un moment, il faut que tu fais. Et puis il va falloir trouver un autre moyen économique. Est-ce que ça peut être de la grande braderie et Toulouse a récupéré la moitié des grands joueurs de Ligue 1 à moins de 5 millions? Peut-être qu'effectivement il y aura un nouveau modèle économique. Ouais, mais qui va se mettre. Je pense qu'il y aura une période de transition où Et c'est là où on a. Certains clubs vont y laisser des grosses plumes. Ouais. Mais pendant des années, certains ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Et ils le payent. Moi je suis désolé, mais un contribuable français à qui il arrive effectivement une perte de salaire, je vais prendre cet exemple-là, et s'il a vécu au-dessus de ses moyens, il est dans la merde. Mais c'est pas moi qui vais pleurer. Et c'est là où c'est rassurant, nous, notre modèle à nous, on n'a pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors certes, sportivement ça pourrait être mieux, mais on sait qu'on a un club sain qui est géré quand même financièrement globalement correctement. Donc voilà. Et tout le monde n'a pas un Pinot dans son club. Oui, tranquille. Alors, pour le coup, Rennes, c'est vraiment un club à part. On est capable d'acheter 2 équipes en une saison. Ça n'arrive pas partout. Donc, la question des droits télé, c'est vrai que nous, elle ne nous touche pas des masses. On vend bien, on achète mal, mais on achète beaucoup. Et on revend et on rachète. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Dans la Ligue, c'est un peu dur d'avoir un avis là-dedans. Dans la Ligue 1 des survivants à 2, du coup, entre Rennes et Toulouse, on va se régaler. Quoi, 2-3 ans. On joue les titres. Tout le week-end à 0-0. On est aussi comme ça parce qu'on a cette contrainte de savoir qu'on a des actionnaires qui mettront pas la main à la poche, qui s'en foutent un peu du TFC et qui jamais ne mettront la main en portefeuille pour combler des éventuels trous et rentrer aussi dans ce jeu de multipropriété, puisque la question des fameux nouveaux modèles économiques, elle peut aussi s'aborder par ce biais-là qui fait débat depuis des années et des années. Je me demande si ça va pas accélérer ce genre de choses dans des clubs qui peuvent potentiellement être en danger. Les fameux clubs qui sont à vendre depuis des années et des années et qui cherchent des solutions. Donc c'est compliqué comme affaire. Ça nous occupera un petit peu la fin d'année, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Il va bien falloir trouver de quoi. Est-ce qu'on est bon sur ce gros sujet, messieurs, ou est-ce qu'on veut rajouter peut-être une dernière chose? Tout est bon. L'argent tue le foot. Voilà. L'argent tue le foot. Vive le foot amateur. Exactement. Allez. On voit vivement le tournoi feuille de match pétanque merguez un dimanche après-midi. Exactement. Et si tu gagnes la triplette, ça te fait des points en plus pour le classement Ligue 1. Incroyable. Les JO de la feuille de match. Allez. Est-ce qu'on passe au calendrier de toutes nos équipes pour ce week-end en commençant par les jeunes, Vincent? C'est toi le chef, tu décides. S'il te répond non, tu fais comment? Allez, écoute, jingle de fin, merci de l'avoir suivi. Je pleure un coup et puis c'est comme ça que ça se passe. C'est une mutinerie là. Tu vois. J'ai expérience en attaque. Tu vois. Quelle est ta question du coup, Sacha? La question c'est qu'est-ce qui se passe pour notre préformation ce week-end? Eh bien la préformation ce week-end a 3 matchs. Il y en a déjà eu un qui a eu lieu, c'était un match en retard ce mercredi. Les 14 ont battu Léguevin 10-0 en match en retard. J'ai vu une toute petite partie du match, j'ai eu de la peine pour les petits Léguevins. Ouais. Ah ouais, c'était dur. Ah, j'en ai vu 4 en 10 minutes, donc ouais, c'était compliqué pour eux. Tu choisis bien tes matchs du terme. Ouais, mais parce que j'étais pas loin, j'ai regardé, parce que j'habite par là-bas, et j'ai regardé, et ça a été dur pour eux. Pourtant, il y avait plein de monde. Par contre, ils ont dû être ravis, les gamins, parce qu'il y avait presque 200 personnes qui regardaient le match. Ah, c'est cool pour les c'est un gros événement, du coup, les gamins. Pas trop bien. Bon, prendre 10-0 et en plus devant 200 personnes. Ouais. Heureusement qu'il y a des jours fériés et des vacances. Est-ce que pour accabler, t'as fait un article dans la Dépêche sur ça? Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que les pauvres. C'est quand même un petit club et ils sont en région et c'est plutôt pas mal. Voilà. Tu sais s'ils se maintiennent? Parce que là je brode. Mais tu sais Alors tu peux aller broder ailleurs s'il te plaît parce que je sais pas dans le détail. Toi, tu veux pas faire la preview, tu fais comme nous mardi là. Il temporise. Après je pense que toutes les équipes prennent la même dose là. Non? Il y a 2-3 équipes. Les équipes toulousaines tiennent parce que c'est des équipes de quartier. C'est fort le TF 14. Oui, c'est assez fort. C'est pas très grand. Pas non, très costaud. C'est pareil ça. Mais c'est petit, c'est pas très. Mais alors par contre, c'est la génération en dessous. Pue le foot. Hein. Les U14 c'est les 13 ans qui jouent, les U15 c'est les 14. Ça pue le foot. Hein. Le calendrier du coup du week-end, les 3 matchs auront lieu samedi. Les 14 affrontent Bagatelle, les U15 reçoivent Colomiers et les U16 reçoivent Figeac Capdenac. L'autre gros match de ce week-end à domicile et au Stadium, c'est dimanche puisque c'est le deuxième TFC Rennes du week-end, hasard du calendrier. C'est la demi-finale du Challenge Espoir. Qui se tiendra du coup dimanche, c'est à 14h30, coup d'envoi, entrée gratuite, donc si jamais vous en avez pas eu assez, vous pouvez reprendre une dose de TFC Rennes le lendemain.
avec un gros enjeu puisque c'est quand même une demi-finale. L'autre demi-finale, elle oppose Monaco et Montpellier, puis ce sera l'occasion de voir nos jeunes qui jouent gros. On se posait des questions tout au long de la saison. Au final, en N3, c'est compliqué, mais il leur reste ça sur la fin de saison avec un titre potentiellement au bout. Donc, ce sera une demi-finale au Stadium. Ça a quand même un peu de gueule, je trouve, et surtout de les faire jouer dans ces conditions-là. Surtout que tu étais à huis clos jusque-là. C'était une compétition qui était à huis clos, donc c'est le premier match officiellement visible, sauf si vous êtes des hooligans et que vous avez grimpé sur le pont du Stadium pour voir sur l'annexe 1, parce que les matchs à huis clos sur l'annexe 1, faudra en parler un jour aussi. C'est vrai. Bon. Dans tous les cas, on va leur souhaiter bonne chance, et puis peut-être qu'on verra quelques têtes bien connues pour ceux qui suivent même que la Ligue 1, donc ça vaut le coup d'aller voir évoluer nos jeunes. Surtout que je le répète encore une fois, l'entrée est gratuite et puis vous avez toutes les infos pratiques sur le site du TFC aussi. Les U19, qu'est-ce qui se passe de leur côté ? Le U19, déplacement à Nice. Nice est 5e, c'est dimanche à 15h. Le TFC doit s'imposer pour être certain de garder la tête du groupe vu que Saint-Etienne a été revenu à 1 point avec la défaite la semaine dernière. Dernier match pour nos jeunes pitchouns, c'est le déplacement à Montpellier des U17. Montpellier qui est 4e, ce sera dimanche à 15h. TFC qui peut passer 8e. En cas de victoire. Les féminines, ça joue, mais pas à tous les échelons. Et dans la seconde ligue, et le U19, c'est repos. Les R1, c'est un match qui compte beaucoup pour toi, mon cher Sacha. Déplacement à 15h à Marsac contre la réserve d'Albi Marsac, qui est actuellement 5e, le TFC, et 3e. Exactement. Le club qui aura pu te voir. J'ai joué dans un des deux clubs, à vous de deviner lequel. C'est Marsac. Ah merde, pardon, j'ai spoilé, désolé. Dommage. Merci Vincent pour toutes les infos. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez que tous les calendriers, on les publie le vendredi à 16h. Et puis on vous donnera aussi tous les résultats sur ces mêmes réseaux sociaux lundi à la même heure plutôt. Donc voilà, continuez à nous suivre, à vous abonner. Ça nous régale semaine après semaine. Et puis on fait, vous le savez, à chaque fois le point sur tout ce qui se passe pour toutes les équipes du TFC. Et il reste encore des choses à jouer. Il y a le Challenge Sport, il y a les féminines aussi qui vont arriver. Donc restez branché. C'est à Marsac que tu as pris à meubler aussi ? Écoute, non, j'ai appris d'autres choses qui m'ont porté un peu préjudice puisque je fais de la radio et pas du foot maintenant, tu vois, donc voilà. Et c'est pas grave, on va passer sur notre gros morceau puisque, ok, j'arrête de meubler, on va y aller droit. C'est la grosse preview de TFC Rennes, 20h33, c'est parti. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. TFC Rennes, c'est la 32e journée de Ligue 1, donc ce sera samedi soir au Stadium, demain si vous nous écoutez en direct à 19h. Donc un match du TFC le samedi soir, ça faisait un petit moment. On se demande un peu pourquoi parce que honnêtement, on a l'impression que c'est un match pour l'Europe là. On pourrait se dire si on est en mois d'août que ouais, c'est un match pour la Conference League, mais au final c'est un match un peu où les deux équipes se cherchent quelque chose à jouer. Brice, tu me contrediras pas jusqu'ici. Avec une saison qui est un peu compliquée, le TFC qui flirte un peu plus avec le bas du tableau qu'avec le haut sur les dernières semaines, et un Stade Rennais qui a fait un gros mercato d'hiver et qui est un peu dans ce ventre mou dont on est des fiers représentants aujourd'hui. Nathan, est-ce que tu veux lead ce débat et cette confrontation contre le Stade Rennais, en sachant qu'on a plusieurs questions à se poser quand même de notre côté ? Non. Ah, tu as des questions, Sacha. Faut que tu sois plus autoritaire si tu veux que ça fonctionne. Je ne suis pas violent. Je suis supporter toulousain. On va essayer de... Il y a une jingle supporter si vous voulez. Je peux le mettre. Fais-nous le tour de jingle palette là. Tous les jingles, vas-y. Elmander dans la surface. 2-0. C'est ça de C'est l'époque où on savait jouer au foot. Ça, J'adore les émissions. ça c'est une vraie fin de saison, ça. Ouais, ça c'était beau ça. Ah ben, bref. Mais si on va partir sur plusieurs petits points, voilà, qui ont été soulevés par l'équipe. Hein, ouais, tout à fait. Donc on est à 3 matchs donc de la fin de la saison. L'infirmerie est pleine, la LFP nous classe dans la lutte pour le maintien. Le stadium ne fait pas le plein, l'engouement a totalement disparu en fin de saison. Messieurs, comment expliquer ce désamour, ce désintérêt ou cette lassitude? Et comme par hasard, je vais me tourner vers Rémi. Il manque une victoire en fait, c'est-à-dire que blague à part en fait, on aurait tendance à se dire, et je pense que notre
notre ami René a un peu le même discours sur la fin de saison. Je pense qu'Abibay avait un peu ce discours-là. C'est qu'en fait, il faut jouer libéré. Il n'y a plus de pression ni dans un sens ni dans l'autre. Donc jouons, faisons-nous plaisir, essayons des choses. Et le problème, c'est que autant du côté de la Bretagne, ça a plutôt bien fonctionné quand même sur la série, autant côté toulousain, il y a une série catastrophique. Donc c'est ça qu'on peut ne pas comprendre et c'est vrai que si tu me demandes les raisons, moi j'ai même tendance à je pourrais pas t'expliquer. C'est-à-dire qu'il manque une victoire. C'est-à-dire que si effectivement il y a une victoire samedi, eh bien on pourra dire bon il y a ce match-là, il y a le match contre Lens. Si par exemple on enchaîne sur 3 victoires, j'en sais, je dis n'importe quoi, le sentiment sera peut-être différent. Si par contre on enchaîne sur des défaites ou des matchs nuls, forcément le sentiment de cette saison sera emprunt, je dirais, de cette série. Qui plus est la victoire à la maison, parce qu'on n'a pas gagné à domicile, on rappelle, depuis un championnat. Oui, depuis le 15 décembre. Depuis le 15 décembre 2004. Parce qu'on a gagné en Coupe de France le dernier match. Laval. Oui, le dernier match à domicile, c'est Laval. Ouais. Le prisme de la série, c'est fou. Comme disait Rémi, je pense que c'est ça parce qu'en fait la saison elle était décevante, mais si ces 5 ou 6 matchs sans victoire, tu les étales un peu à droite à gauche, tu le comprendrais bien avant qu'en fait tu as visé au-dessus de tes moyens. Et on aurait peut-être moins ce frein et ce truc qui nous a sauté un peu à la gueule en se disant que ok, là on est rentré, tu vois, comme disait Fred il y a quelques jours, moi je pense que c'est 5 parce que même dans l'analyse du match nul à Nantes la semaine dernière, on te le vend, et même les joueurs quand tu les vois, ils rentrent au vestiaire, on a été réduit à 10, au final on a tenu le banc, ils te vendent ça comme un match nul qui a goût de victoire, sauf que quand tu es dans une situation, c'est pas un discours que tu es pris à entendre quand tu es supporter. Donc je pense que tous ces résultats... Surtout après autant de défaites. Exactement, tous ces résultats qu'on a là, si tu les dispatches un peu sur le reste de la saison, au final tu aurais 35 points, tu serais toujours au même point, mais tu aurais peut-être moins ce discours de dire que rien ne va et que cette équipe t'intéresse plus, parce que c'est vraiment, moi je trouve, les séries qui te font du mal quand tu es dans cette situation-là. Puis, j'irai même plus loin, c'est au final, je l'avais déjà dit, je sais plus, je l'avais dit en off, c'est juste inverserait les résultats domicile extérieur. Tu n'aurais pas du tout la même saveur. Tu dirais, de toute façon, on ne voit pas les matchs extérieurs parce qu'on n'a pas d'Azone, je schématise. Mais puis voilà, c'est pas forcément la même saveur. Et les matchs à domicile, tu en as quand même gagné plus du coup, tu as fait quelques belles perfs, donc au final, tu aurais moins cette déception-là. Tu te dis quand même, logiquement, je vais me rendre au stadium pour aller voir quelque chose. Si je tombe contre un gros, je peux perdre. N'est pas le PSG. On a gagné Rennes 2-0 au stadium. Hein. Comment ? On a quand même gagné Rennes 2-0. Non, c'était inverse. C'était la petite pique même. Et donc du coup, je pense forcément tu n'aurais pas la même vision. L'autre gros souci, c'est que ce que tu soulignais, Sacha, c'est le truc qu'on s'est vu trop beau. C'est plus qu'on y est cru. Il y a eu un moment où la mayonnaise est montée, on a cru jouer quelque chose. Ce serait arrivé 2-3 semaines plus tard, c'est cette série de beaux résultats où finalement le truc qu'on aurait pu viser, c'est juste le top 10, ça nous serait allé, on serait dit il y a une petite carotte quand même, on n'irait pas même saveur. Parce que là, pour le coup, c'est pas forcément les résultats, il y a la série bien sûr, mais c'est le fait d'y avoir cru. Et que finalement, tu passes d'un ah ouais peut-être à rien du tout. Et même pas rien du tout, même beaucoup plus bas. Mais nous les premiers, quand on analyse la saison, on a plutôt tendance à se dire que en fait c'était un pétard mouillé, plutôt que de se rappeler qu'il y a quelques semaines on y croyait et qu'on a quand même eu une période où on était peut-être aux portes du bon wagon. Puis l'une des seules saisons aussi en fait où t'as rien à jouer en fin de saison quoi. Depuis 5 ans, depuis Redbird, on est sur une pente ascendante avec des fins de saison assez excitantes chaque année. Et là on se retrouve cette année avoir entériné ton maintien au mois de mars en ayant beaucoup d'avance sur la zone de relégation, là où tu as cru, comme tu disais Vincent, à une potentielle, pas une qualification d'Europe, à pouvoir batailler avec le haut. Et puis le fait que ça se stoppe d'un coup, je pense que autant chez nous, ça nous a amené pas mal de lassitude et de déception, mais chez un sportif de haut niveau, il faut y penser aussi. Je pense que dans leur tête aussi, c'était conditionné à potentiellement pouvoir lutter ou participer à cette course pour la 7e place. Qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec une dynamique affreuse pour cette fin de saison et un sentiment de frustration, de déception, de lassitude. Ouais, et puis le championnat, ça reste quand même l'essentiel de la saison, quoi. On a réussi à masquer les choses, on va dire, une année donc avec la Coupe de France, l'année suivante avec la Coupe d'Europe. Mais le championnat, ça reste l'essentiel de la saison. Et toutes les émotions qu'on a
la série d'émotions qu'on a eues, on les a eues en Ligue 2. Quand on jouait le haut du panier, gagner à la maison, marquer des buts contre toutes les équipes qui venaient chez nous étaient quasiment sûres de perdre et ont perdu. Le deuxième venait prendre une fessée, le troisième aussi, le quatrième aussi. Et on a vu de très belles choses et de très belles émotions. Mais là, un championnat, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et c'est accentué, comme dit Rémi, par la très mauvaise série. Et c'est accentué aussi par le peu de victoires encore cette année, donc au Stadium. C'est les deux choses que tu vas retenir de la saison. Hein. Oui. Si on fait un sondage, qu'est-ce que vous retenez de la saison ? Il va y avoir ça. Et pour moi, le top 3 derrière, c'est la défaite de Guingamp. Alors qu'on a fait aussi une série de victoires consécutives qui n'était pas arrivée depuis 10 ou 15 ans, il me semble. Mais fatalement, quand tu fais le bilan sur la saison et le ressenti que tu as à l'heure actuelle quand tu es supporter, et je suis d'accord avec toi, tu retiens. Je crois que sur la série, on était troisième extérieur. Deuxième extérieur, c'est ça ? Là où l'an dernier, on fait une saison quasiment similaire, mais en fait, on est un peu comme Rennes l'an dernier où on finit sur une pente ascendante avec les victoires à l'extérieur à Monaco, à Paris, quelques bons matchs aussi au Stadium. Nice au Stadium. Oui. Ouais, et là, en fait, tu te retrouves forcément dans une situation inverse, alors que sportivement, ta saison, elle n'est pas moins réussie que l'an dernier. C'est juste ta dynamique qui est inversée. On va enchaîner avec justement ce rythme-là. Et voilà, depuis plusieurs matchs où on voit un groupe éreinté, des blessures, des absences. Selon vous, est-ce qu'on peut espérer voir des surprises sur les 3 derniers matchs ? Une victoire ? Tu tiens ta victoire. Bah ouais, c'est le sel. Après, c'est surprise. C'est quoi que t'attends sur les surprises, c'est-à-dire sur les joueurs ? Ouais, des joueurs, des coups tactiques de Carles. J'ai envie de te dire par défaut oui, parce qu'on va en parler certainement après derrière, mais il y a beaucoup d'absents, donc forcément j'ai hâte de voir comment il va composer un petit peu le groupe là samedi. Mais après, non. Pourquoi tu le ferais aujourd'hui alors que tu pouvais le faire il y a 3, 4, 5 matchs hein. C'est ça, moi. On disait un peu la même chose avant, et puis dimanche dernier, on a démarré et avec Edjouma et avec Canvo. Alors qu'il y avait l'hypothèse Agdag, l'hypothèse Babika, l'hypothèse. Non, Agdag, il n'est pas là. Hein. Si. Dimanche. Si, c'est vrai. Bah non. Si. Bah non, il est blessé, il n'est pas dans le groupe, Agdag. Si, il est dans le groupe, je te jure. Dimanche, non. Ah, dimanche dernier ? Oui, dimanche dernier, oui, non, je croyais que tu parlais de ce. Oui, c'est pour ça. Oui, pardon, il n'est pas dans le groupe, Agdag, dimanche dernier. Oui, pardon, je croyais que tu parlais de demain, excuse-moi, pardon. Moi, je dis juste ça par rapport au potentiel surprise, en gros, donner du temps de jeu aux joueurs qui sont un peu en panne de temps de jeu, justement, et qui en recherchent, quoi. Des joueurs surtout avec un groupe aussi restreint. Après, le problème, c'est quand tu vois le banc. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait ouvrir le banc à Zaïd, il faudrait ouvrir le banc à des joueurs comme ça. Donc, justement, sur le groupe, donc Mackenzie et Edjouma sont tous les deux suspendus. Mackenzie purge son deuxième match. Edjouma va purger le premier sur les 2 matchs qu'il a eu. Aboukla Lessuazo absent, annoncé en conférence de presse par le coach. Aboukla toujours pas 100% après sa blessure, même s'il est revenu peut-être un peu trop vite. Suazo qui est devenu papa aussi également. Et puis voilà, donc Agdag qui est de retour, et Ilyas Azizi qui est promu dans le groupe, donc jeune U17 du TFC, qui est aussi en équipe de France U17, vous le connaissez peut-être si vous suivez les jeunes, mais un groupe quand même restreint et avec beaucoup de jeunes joueurs. À noter aussi que pour la semaine suivante, Cresswell sera suspendu à cause de tous ces cartons jaunes. Et donc en termes de compo, tu parlais Nathan des surprises, on devrait voir JD Canvo, on devrait voir Rafik Messali, puisque Suazo pas là, donc Tonum, Piston, Messali de l'autre. Cresswell et CJB, Siro Caceres, ça devrait pas bouger. Et donc en attaque, c'est là peut-être qu'on pourrait voir des choses. Et encore, on risque de se diriger avec King, avec Magri, qui ont enchaîné là ces dernières semaines, et Yann Boho, qui n'était pas titulaire dimanche dernier, qui devrait le redevenir, à moins que ce soit Xavi Babika. Et c'est vrai que sur ce match-là, avec ce groupe-là, en termes de vraiment surprise, c'est difficile d'imaginer sortir quelque chose du chapeau, quelque chose qui va surprendre par rapport aux contraintes qu'on a. Il n'y a que le système qui pourrait nous surprendre, mais on se doute bien que le système ne bougera pas. Ouais. La surprise, ça serait de marquer 4 buts et d'en prendre aucun, quoi. Ça serait une surprise. Ouais. Mais après, le reste... Pas mieux. Ah non, mais c'est dur la prévue avec vous, franchement. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est les mêmes joueurs, ça va être à peu près les mêmes compos, ça va être la même chose. Moi, je vois pas pourquoi il y aurait un changement, même si je l'espère. Peut-être un changement d'état d'esprit, moi j'aimerais. Ouais, voilà.
À la limite, ça. Mais après, je vois guère plus de. Parce qu'on peut en parler quand même de l'état d'esprit des joueurs depuis peut-être pas depuis 4-5 matchs. Là, il y a quand même eu des défaites qu'on appelle les défaites encourageantes. Reims, ça a été mais là, depuis 2-3 matchs, l'état d'esprit, pour moi, il fait totalement défaut. Ils sont en vacances, ouais. Bon, tu arrives à tenir un résultat quand même 11 contre 10 à Nantes. Allez, Sacha, tu peux enchaîner. Non, mais c'était pas la mardi, mais la chance qu'on a eue, c'est que les équipes de Comboiré, elles sont ennemies du ballon, quoi. Donc dès qu'on leur laisse. Non, mais je te parle de solidarité, pas forcément de spectacle ou dans le jeu. Effectivement, on n'a rien vu, mais il y a quand même. Voilà, on n'a pas non plus des joueurs en tang. On se met d'accord sur le fait qu'on est à moitié en vacances, je fais entre vous, parce qu'on a quand même une victoire à aller chercher. On va poser les questions à Brice maintenant. Puisque on a la chance d'avoir un supporter rennais en plateau, donc nous on se questionne sur notre club, mais bon, on va aussi parler de Rennes, puisque la saison sur le plan comptable, elle est un peu similaire à la nôtre au final. On espérait un peu plus haut et au final se retrouver dans ce ventre mou avec une dynamique un peu inversée. Nathan, il en parlait tout à l'heure, plutôt une remontée. On a eu beaucoup de mouvements, il y a eu 3 coachs, si je dis pas de bêtises. Et beaucoup de 4 remplaçants. Exactement, et beaucoup de mouvements. Donc première question, forcément déception pour le Stade Rennais. Comment toi, de ton point de vue supporter, t'expliques cette saison un peu chaotique qui a très mal démarré, surtout? La barre n'était pas placée très très haut parce que l'arrivée du directeur sportif là, au courant de l'été dernier, Massara, elle a un petit peu surpris tout le monde, et son mercato, il a surpris tout le monde aussi. On avait énormément d'inconnus dans l'équipe, donc c'était compliqué de se dire ok, on joue l'Europe, c'est sûr, on a joué l'Europe pendant 5 ans, on jouera l'Europe à nouveau. La déception finalement n'était pas si grande que ça. C'était un coup de poker et ça n'a pas du tout marché. La chance qu'on a, c'est que avec un actionnaire comme le nôtre, on peut faire un gros mercato, vendre tout le monde et racheter une équipe entière. Donc c'est une chance. On a fait un nouveau pari avec Sampaoli qui n'a pas du tout marché, et on a été capable de remplacer par Bay, qui lui par contre a complètement changé de discours. Avec qui ça a l'air de bien se passer avec les joueurs. Même en conférence de presse, on sent une vraie différence. On sent un mec qui sait où il va et qui concrètement nous a rapporté beaucoup de points. Donc voilà, pour moi, là, cette saison, elle s'explique complètement par le mercato d'été qui rétrospectivement a aucun sens. On a la chance d'avoir pu se rattraper et puis du coup d'être maintenu. Voilà, ça s'arrête là, cette saison. Si je t'écoute, de ce fait, beaucoup de mouvements, Habib Beye aussi qui arrive, on a l'impression d'un point de vue extérieur que ça va mieux quand même depuis qu'il est là. Tu as l'air dans tes propos assez satisfait. Est-ce que pour toi c'est la bonne option pour s'inscrire sur, on va dire au moins du moyen terme, et essayer d'aller raccrocher le wagon des Européens qui se tirent la bourre? On le voit cette année, ces 4-5 équipes qui sont au coude à coude jusqu'à la fin, dès la saison prochaine. Dès la saison prochaine, non, j'y crois pas beaucoup. Il est arrivé, Beye, avec simplement une mission maintien, sans avoir aucune garantie qu'il resterait l'année prochaine. A priori, là, c'est acté, il sera là l'an prochain, on ne va pas à nouveau changer de coach. Il n'a pas choisi ses joueurs quand il est arrivé, forcément. Il a récupéré ceux que Sampaoli avait voulu et puis ceux d'avant. Le gros souci qu'on va avoir là, nous, à l'été, c'est que les joueurs reviennent de près. Et on a un effectif qui est pléthorique, avec des joueurs qu'on ne pourra pas faire jouer. On va être obligé de faire un loft. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais le mercato, ça va être vraiment très, très délicat. Donc je pense que Beye voudra des joueurs qu'il n'aura pas, parce que de toute façon l'effectif est déjà trop large. Donc non, pour l'an prochain, je pense que ça va être compliqué. On va espérer une Coupe de France. Voilà. La fameuse Coupe de France. Voilà. Ouais. Écoute, on a l'impression quand même que de tout ce que tu dis, il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Moi, du peu que j'en ai vu cette saison, surtout sur la deuxième partie, il y a quand même des choses assez intéressantes. Le match qui arrive là demain. Comment est-ce qu'on se positionne côté Rennais? Nous, ça fait 20 minutes qu'on débat sur le fait d'est-ce qu'on est en vacances ou pas. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté, que ce soit toi ton avis ou même ce qui est dit un peu en interne ou la vision des supporters en général? Le match contre Lyon, c'est un match important pour nous, pour voir si le discours de Beye il avait vraiment porté et si on allait pouvoir en faire quelque chose. Clairement, l'équipe rennaise n'était pas du tout à la hauteur. Ce qu'on avait bien montré contre des équipes plus faibles sur le papier, contre une équipe qui est plus forte sur le papier, clairement, tout s'effondre. Des erreurs individuelles, un collectif qui a envie d'aller devant mais qui fait beaucoup trop d'erreurs et puis qui en contre est incapable de revenir, c'est compliqué.
Donc là, du coup, qu'est-ce que j'en attends moi, pour la suite? J'aimerais bien que les gens qui sont censés être à la hauteur, je pense à Seko Fofana, qui est notre recrue phare de cet hiver-là, arrive à retrouver un peu plus son niveau, fasse moins d'erreurs individuelles. Parce que vraiment, le match contre Lyon, c'est des erreurs individuelles qu'on est incapable après de revenir de récupérer le ballon et de repartir dans le bon sens. Donc voilà, j'aimerais bien que les cadres ils soient un peu plus à la hauteur. Là, j'ai l'impression qu'au niveau jeu, on est à peu près similaire, hein, Toulouse-Rennes, donc tout peut arriver. Justement, sur les joueurs, tu parles de Seko Fofana, il y a eu beaucoup de nouvelles arrivées, beaucoup de joueurs qui ont des choses à prouver aussi. Nous, on a forcément un œil sur Anthony Rouault, parce qu'en tant qu'ancien Toulousain, tout à l'heure, tu parlais de Gbo, mais surtout, tous ces nouveaux joueurs un peu qui, on le suppose, vont pas tous rester. C'est qui ceux qui ont le plus gros à jouer et ceux sur qui il faudrait miser pour la saison prochaine, parce que cette équipe elle a quand même changé totalement de dynamique. Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui ont des choses à prouver? Tu parlais de Fofana, est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels toi que tu aimes bien ou que tu espères que Rennes puisse compter dessus sur les mois qui arrivent? On a eu des gros problèmes en défense centrale les années précédentes. A priori, la défense à 5 va être reconduite l'an prochain parce qu'on a beaucoup de joueurs. On va même avoir des retours de prêt, donc ça va être très délicat. Donc j'aimerais bien que Rouault, Brassier, même Jacquet, ils fassent leurs preuves. Le match contre Lyon, ça a été très très compliqué de leur demander de défendre correctement parce que justement c'était que du contre ultra rapide suite à une perte de balle, donc on n'a pas vraiment vu sur ce match-là comment ils se débrouillaient, mais sur les matchs d'avant il y avait quand même une certaine sérénité, puis avec Samba dans les buts ça marchait bien aussi, donc j'attends que la défense continue de faire ses preuves. Au milieu au milieu c'est Fofana, donc il va falloir que ça marche, et puis l'attaque, tout est à refaire l'année prochaine, donc voilà. Tu travailles au moins. Gouiri qui parle l'hiver dernier en étant notre plus grosse recrue, la plus grosse recrue de l'histoire du club, qui une fois arrivé à Marseille met des triplés tous les week-ends. Bon, on s'y attendait parce que à Rennes il était bosseur, mais avec l'équipe qu'il y avait autour de lui, ça marchait pas. Il a toujours été très bien respecté, Gouiri, à Rennes. Moi, c'est l'impression que j'ai quand même. Les supporters l'ont jamais pris en grippe, alors qu'on aurait pu avoir le sentiment que justement il n'en faisait pas assez, qu'il n'y avait pas l'amour du maillot ou je sais pas quoi, mais non, c'est juste que il marquait pas, quoi. Donc pour un attaquant pas marquer, c'est quand même ça. Ouais, mais c'est juste pas le bon contexte peut-être. Oui, c'est ça. Il y avait quelquefois exilé à gauche. Ouais, les coachs ont un peu tout essayé avec lui, mais bon, là je pense qu'il a quand même sa part de responsabilité parce que le mental n'y était pas. Donc c'est délicat quand le joueur il dit pas clairement ce qu'il a envie de faire et il a du mal à montrer, mais on essaye d'autres choses, quoi. Donc je comprends en fait ce qui s'est passé avec lui. Et puis là, Marseille, il a un contexte différent, il est poussé, je sais pas, il a été voir un psy, ça va mieux, quoi. Voilà. Si on revient sur le match, tu nous parlais de cette défense qui a des choses à prouver, mais qui marchait quand même plutôt bien. C'est quoi les points forts du Stade Rennais là sur ces 2 derniers mois? Si je suis analyse vidéo TFC, là, sur quoi je dois me concentrer? La relance, ça marche à nouveau. Ça marchait plus depuis 1 an et demi, presque. Déjà l'an dernier, c'était quand même vraiment compliqué. Là, je trouve que dans la relance, il y a quelque chose. C'est une équipe qui a des difficultés contre les blocs bas bien positionnés. Je pense que Toulouse quand même essaie de proposer du jeu, donc ça devrait, j'espère, quand même être un peu plus intéressant. En ce moment, on dit ça à tous les matchs, on dit oui aux adversaires, puis on prend un carton rouge et donc on se retrouve à défendre. Donc je peux rien te promettre. Ouais. Contre Nantes, c'est ce qui s'est passé. Nantes jouait avec un blanc bas, ils ont pris un carton rouge, et puis Rennes n'a pas pourtant proposé plus de jeu, donc je sais pas trop. Voilà. Mais en tout cas, dans la relance, Rennes est censé être meilleur. Donc s'il faut regarder un truc, c'est ça pour Toulouse, je pense. Justement, ton avis, toi, sur Toulouse? On était en train de se dire à demi-mot que notre saison était un peu similaire. Elle est peut-être plus décevante pour vous parce que vous avez l'habitude de jouer un cran plus haut au classement que nous. Mais c'est quoi ton avis sur notre club, de loin? Alors, mon avis, il a été revu là, fraîchement après avoir vu le match au Stadium contre Brest. Et là, il y a un problème cette équipe, elle manque de vis, très très clairement. Là, il y a eu une leçon de vis donnée par Brest, et j'ai trouvé que Toulouse était propre, beaucoup trop propre, et du coup était peut-être un peu fragile face à des équipes qui étaient capables de rejouer tout de suite après une faute, après avoir simulé une faute. Voilà. Ça a été j'ai trouvé que ça allait un peu vite pour Toulouse, et si Rennes arrive à jouer là-dessus,
ça peut être bon pour nous. Ouais, écoute, c'est intéressant, on ne l'a pas dit souvent, mais c'est vrai que oui, c'est des choses sur lesquelles, effectif très jeune, etc. Bon, on va pas revenir dessus. Tu nous as parlé de ce qui va bien au Stade Rennais, qu'est-ce qui va un peu moins bien, justement? La relance, ok, mais qu'est-ce que, je suppose que si le Rennes en est là, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont un peu plus compliquées. Tu nous parlais face au bloc bas, est-ce que c'est ça la principale faiblesse? Ouais, des difficultés à marquer. Kalimundo, c'est censé être l'avant-centre qui met des buts. Je crois qu'il est quand même 3 ou 4e meilleur buteur de Ligue 1, ce qui est quand même assez surprenant. Mais ça veut dire 12-13 Ouais, quelque chose comme ça. Il a beaucoup marqué sur penalty, mais il en a quand même mis beaucoup. Voilà, c'est ça qui va pas. Quelqu'un qui soit vraiment tueur devant le but. Alors, il y a un jeune qui est monté là, Meïté, qui a 19 ans et qui devrait certainement jouer contre Toulouse. Donc ça pourrait peut-être aller mieux avec un joueur comme lui, qui est quand même assez grand et qui pourrait recevoir des centres. Mais c'est dans le secteur offensif que ça va pas trop. Tiens, justement, tu fais bien en parler. La formation rennaise, gros point fort depuis des années et des années. Est-ce que sur cette fin de saison, il y a quelques jeunes qui pointent le bout de leur nez en plus de Meïté ou pas? Alors déjà, Rennes joue la Gambardella, la finale de la Gambardella le 24 mai. Donc c'est le seul truc que les Rennais attendent dans cette fin de saison. On a au moins ça à attendre. Qui monte donc Meïté. On a fait revenir un jeune de près, Jacquet, je crois, qui est pas mal. Et après, il y a des joueurs à la hauteur de ce qu'on a pu voir les années précédentes. Il n'y a pas de nouvelles grosses surprises comme on avait pu voir. Mais je trouve que déjà, c'est pas mal. Les équipes jeunes travaillent bien. Le fait qu'ils soient en finale de Gambardella, c'est quand même plutôt positif. Finale de Gambardella et aussi demi-finale de fait du Challenge Espoir. Voilà, bien sûr. J'aime bien en U23. À part les jeunes sur le groupe qui se déplace à Toulouse demain, est-ce qu'il y a des absents majeurs à noter ou pas? Shishuba, l'attaquant japonais là, qui a été acheté au Mercato, qui est a priori blessé. Et on a un absent de longue date, son nom m'échappe, là, qui revient des croisés. Sinon, je crois que l'effectif est au complet. Pas de suspendu non plus? Non, je crois pas. Écoute, on aura le grand Stade Rennais pour jouer au Stadium. On espère que Toulouse-Rennes, ça nous rappelle forcément Ali Hamada. Donc on espère voir un match avec un peu de folie. Dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Exactement. Ouais. C'est un peu la belle histoire des matchs entre Toulouse et Rennes. On termine avec ton pronostic justement. Pour une fois, je vais commencer par toi. D'habitude, on fait toujours passer les invités en dernier, mais à quoi tu t'attends pour ce match? Et quel sera le score final d'après toi? Je me suis gouré à chaque fois, donc c'est difficile. Je peux pas dire 0-0, c'est pas possible, je veux pas y croire. Un petit 1-0 pour Rennes. 1-0 pour Rennes, ok. Buteur peut-être? Kalimundo. Ouais. Vincent? 2-0 pour le TEF. Je crois que j'ai mis Sierro et Magri. Fred, fais-nous rêver. Ouais, je vais vous faire rêver. Ouais. 1-1, but de King. Et je sens un match avec plein de choses. Je vois plein de choses, un péno loupé, un hors-jeu pas sifflé. L'instant médium. Vous voyez pas les gestes de Fred à la caméra, mais il y croit vraiment. Ouais. Je le sens là. Rémi, quel sera le score final? En raison des absences et de la méforme, Rennes 2, Toulouse 1. Et comme Yann Beau m'a énormément déçu pendant des semaines et des semaines, je le boycotte et je dis un but de Magri. Bon, on a 2 victoires rennaises, 1 nul, une victoire toulousaine. Nathan, est-ce que tu vas équilibrer tout ça? Écoute, j'ai envie de l'appeler ce Tonguito, on va partir sur un 2-1 pour Toulouse, Magri et CSC Rennais. CSC Rennais, ok, c'est osé. De qui? Je serais incapable de te dire. Mais, Anthony Roux. Anthony Roux, pour l'histoire. Je sais pas pourquoi. J'étais incapable de donner un buteur toulousain, donc on est parti sur ce fameux CSC Rennais. On en est là. Sacha. Moi, je crois toujours à la victoire. Je crois toujours à la victoire. Je sais que sur les pronos, j'ai mis un partout parce que le groupe est décimé, mais j'ai envie de voir une victoire à domicile. Je n'en peux plus. Donc j'espère que ce sera ça malgré tout. Malgré toute l'amitié qu'on peut porter à tous nos invités ici dans un feuille de match. C'est vrai que le but de Rouault... attention, c'est vrai qu'on ça me bien. Il y a un revirement là. Bon. On verra qui a raison. Dans tous les cas, on va remercier Brice d'être venu une nouvelle fois dans l'émission. Merci, on espère te revoir la saison prochaine pour continuer cette magnifique série, j'espère, comme tu nous en parlais tout à l'heure. Merci à tous ceux qui sont venus en plateau. Merci à Nathan, merci à Vincent, la technique vidéo, merci à Rémi et merci à Fred à la technique. Merci à vous de tous nous avoir suivis. Si vous avez rejoint l'émission en cours de route, le replay et le podcast devraient arriver très vite. Pour ne rien rater, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et puis on se verra peut-être aux abords du Stadium
demain ou dimanche si vous allez voir le Challenge Espoir. Sinon on se retrouve dès mardi dans l'émission. Passez une bonne soirée et à bientôt tout le monde. Ciao ciao. Salut. Ciao. Salut.